Les pays les plus pauvres du monde. Publié par Données mondiales. La plupart des pays souffrant de la pauvreté se trouvent en Afrique et en Asie du Sud. En termes de nombre de personnes concernées, l'Afrique subsaharienne est de loin la région la plus touchée de la planète. 2/3 des personnes en situation d'extrême pauvreté y vivent. Le pays le plus pauvre du monde est actuellement le Burundi, avec un revenu annuel corrigé du pouvoir d'achat de seulement $842. Fait encourageant, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, avec un revenu inférieur à $1,90 par jour, a nettement diminué ces dernières années. Ajusté IDH-IPM. Somalie. $1,088. Libéria. $1.555. Madagascar. $2.674. Soudan. Zimbabwe. Haïti. Zambie. Lesotho. $3.890. $4.256. $5 976. Vivre avec le plus petit revenu. Pour cette comparaison entre pays, nous nous sommes principalement basés sur le revenu national brut, RNB, de l'année 2022. Il s'agit de la somme de tous les revenus générés sur le territoire national de chaque pays. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'on peut acheter plus ou moins de choses avec son argent dans différents pays. Comme nous l'avons décrit dans notre section sur le coût de la vie, presque chaque pays a un niveau de prix différent et, alors qu'en Suisse, il est à peine possible de louer un appartement avec 500 €, dans de nombreux pays d'Afrique, on peut déjà obtenir la moitié d'un palais avec cette somme. La parité de pouvoir d'achat permet de relier tous les revenus du monde au pouvoir d'achat local et de les rendre ainsi comparables au niveau international. Ce n'est qu'avec celle-ci que l'on obtient un revenu ajusté et donc comparable. Le signe du dollar dans le tableau ne représente donc pas le dollar américain, mais la monnaie fictive, mais comparable, du dollar PPP. À titre de comparaison, le revenu par habitant en France est de 48 291 €, tandis que le revenu ajusté est de 51 953 $ PPP. Même en tenant compte du pouvoir d'achat nettement plus élevé, on gagne donc toujours moins d'un cinquantième dans les pays les plus pauvres. L'argent permet-il de mesurer la pauvreté? Non, bien que la richesse le serait tout à fait. Dans tous les pays industrialisés très développés, il existe une bureaucratie très développée avec un système financier et fiscal qui est arrivé à maturité au cours de nombreuses décennies. Dans les pays pauvres, ce système existe également, mais il est beaucoup moins efficace. Ils sont sujets à une forte corruption et au chômage. Les impôts ne sont également versés de manière sporadique. C'est un cercle vicieux auquel de nombreux pays ne peuvent échapper seuls. Mais si les impôts ne sont pas payés et que les systèmes d'aide n'existent pas, comment un État peut-il savoir combien d'en circule? Il ne le sait pas. Dans les pays riches, quiconque accepte serait enregistré, assuré, payé et imposé. En Somalie, ce n'est certainement pas le cas. C'est précisément là que réside le point faible des statistiques. La pauvreté est presque toujours mesurée en fonction des flux financiers mesurables. Avec parfois moins de 5% d'un revenu américain ou européen, en pari de pouvoir d'achat, on ne peut pas survivre, même dans une hutte en tôle ondulée. Le paiement de biens et de services échappe donc en partie à l'État et n'apparaît pas dans les chiffres parce qu'il n'est pas enregistré. Si l'argent n'est pas disponible, le paiement se fait en nature ou en contrepartie. Cela explique donc pourquoi les revenus peuvent être si bas en comparaison avec d'autres pays. Bien entendu, cela ne permet guère de mener une vie sûre et épanouie. Et si l'État ne reçoit pas d'argent des contribuables, il a encore moins de possibilités d'assainir son économie défaillante. Une personne vivant dans la pauvreté financière n'est donc nécessairement de pauvreté matérielle. On a donc besoin d'autres critères qui tiennent compte des conditions de vie. L'indice de développement humain, IDH. Le Programme des Nations Unies pour le développement a mis au point l'indice de développement humain pour faciliter le suivi. Outre le revenu,
il comprend surtout des facteurs tels que l'espérance de vie et la durée moyenne de la scolarité. Ainsi, sur une échelle de 0 à 1, l'indice représente mieux la manière dont les soins médicaux et l'éducation fonctionnent dans un pays. Plus la valeur est élevée, plus le développement humain est important dans le pays. Indice de pauvreté multidimensionnel, IPM. Dans ce contexte, l'indice de pauvreté multidimensionnel, publié par les Nations Unies en collaboration avec l'Université d'Oxford, est encore plus pertinent. Multidimensionnel signifie ici que différentes formes de pauvreté sont prises en compte. Outre les critères de l'IDH, l'alimentation et les conditions de logement ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité sont également pris en compte. Dans cette méthode de mesure, la pauvreté ne se limite donc plus à la situation financière, mais inclut des facteurs supplémentaires liés aux conditions de vie. L'indice est calculé à partir de l'intensité des privations et de la part de la population qui est touchée ou menacée par ces privations. L'IPM est exprimé sur une échelle de 0 à 1, 0 étant la valeur optimale avec le moins de privations. Revenu national brut comme base de calcul. Plus un pays est riche, plus il dépense pour l'administration et la production de statistiques. Mais ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres. Ils ont déjà tellement à faire avec leur propre gestion budgétaire que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas, et ne veulent pas, s'offrir le luxe d'un office fédéral de la statistique. Par conséquent, il est souvent impossible d'obtenir des données pertinentes. La Banque mondiale, par exemple, rassemble différentes évaluations sur l'étendue de la pauvreté. Les pays les plus pauvres en particulier n'apparaissent plus dans les séries de données depuis des années, parfois même des décennies, tout simplement parce que les données nécessaires ne sont pas disponibles. Selon la Banque mondiale, 69% de la population érythréenne vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre est le plus récent disponible pour l'Érythrée et date de 1993. Pour une trentaine d'autres pays, il n'existe que des chiffres qui datent de plus de 10 ans. Le IPM des Nations Unies est certes publié chaque année, mais il se base sur les données disponibles, dont certaines datent de plusieurs années. Il n'est donc guère possible de chiffrer l'état réel de la pauvreté selon des critères plus précis. Pour la richesse, cela fonctionnerait parce que les pays riches publient tous leurs chiffres. Pour une comparaison actuelle des pays, le seul critère disponible pour tous les pays doit donc suffire, le revenu national brut, RNB. Il s'ensuit une imprécision. Le fossé entre riches et pauvres n'est pas visible sur le RNB, car il ne s'agit que d'une moyenne. 100 personnes avec un revenu annuel de 2 000 euros et 4 avec 100 000 euros, donnent une moyenne de 5 769 euros. Soit presque 3 fois plus que la très grande majorité des personnes du groupe. Une valeur médiane permettrait certes de remédier à cette situation, mais elle n'est pas du tout calculable pour 193 pays individuels de l'ONU. Si l'on tient compte de cet écart de revenus cachés, la pauvreté sera encore plus élevée dans presque tous les pays cités. Même dans les pays industrialisés, les méthodes de mesure telles que le risque relatif de pauvreté monétaire ou le taux de faible revenu ne reposent que sur des paiements mesurables. Elle ne permet pas de mesurer la pauvreté matérielle. Des méthodes plus récentes, telles que la mesure de la privation matérielle, sont certes de plus en plus utilisées dans l'Union européenne, mais dans les pays touchés par la pauvreté dans d'autres régions, on aura certainement d'autres soucis que de se préoccuper de statistiques pendant un certain temps encore.